Tristan Dessaint-Gélinet, bonjour, vous êtes cofondateur de la TMC Travel Planet. Bonjour David. Sandrine de Saint-Sauveur, vous êtes présidente d'APG. Bonjour. Alors, je précise tout de suite que APG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la représentante de nombreuses compagnies en termes de commercialisation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous possédez votre propre compagnie aérienne. Donc vous avez vraiment une vision transverse, peut-être même 360, sur le domaine de l'aérien. Et c'est ça qui m'intéresse chez vous, parce que j'aimerais que vous réagissiez à ce que va nous dire Tristan. Tristan, je sais ce que vous pensez du secteur aérien, on en a discuté ensemble. Et c'est pourquoi vous êtes sur ce plateau. J'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu ce que vous imaginez de l'avenir de l'aérien. En gros, si je voulais résumer, vous pensez que les compagnies aériennes globales, c'est fini. Expliquez-vous. En tout cas, si ces compagnies aériennes vont continuer à opérer, elles vont continuer à opérer sur des marchés beaucoup plus segmentés. On avait commencé avant la crise Covid déjà de voir de plus en plus une montée en charge sur la partie court et moyen courrier d'opérateurs low cost, voire de filiales de ces grandes compagnies. Je pense à Eurowings pour Lufthansa, Transavia qui essayait, même si ça s'est accéléré, d'opérer sur les marchés domestiques et européens pour la partie. Et on voit que Vueling, sur la partie British Airways, Iberia, avait la même position. Aujourd'hui, on voit que la traversée de la crise a été moins douloureuse, même si elle a été pour tout le monde. Pour les low cost, définitivement, que ce soit en termes d'argent emprunté, en termes de pertes cumulées, donc c'est un élément important. Et on voit bien avec le retour depuis quelques semaines ou mois que sur notamment le marché domestique, on le voit principalement en France, le marché européen est encore un peu compliqué, qu'on a ces low cost qui rentrent en charge. La prise des slots par Vueling sur Orly sont quand même très significatifs, hein. On parle de 32 nouvelles destinations. On parle aussi, et on voit arriver des opérateurs comme Wizz Air directement sur des Paris-Nice notamment, Volotea qui monte en charge. Donc on a effectivement une redéfinition de ce marché intérieur et proche Europe. C'est ça, donc en gros l'international au pavillon traditionnel on va dire, et le court et le moyen courrier pour des low cost, qu'elles soient filiales de compagnies, de ces groupes ou non. Qu'est-ce que ça vous inspire, Sandrine? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette perspective? Alors, pour ceux qui ne savaient pas, il y en a certains qui nous ont vus là, on était proches assez tripés. Pas loin, mais pas vraiment. Était très sympathique devant la caméra. Non, je suis d'accord avec Tristan. À partir du moment où on parle du moyen courrier, c'est une niche particulière. Quand on parle des low cost, n'oublions pas quand même le fiasco de Norwegian. Et le nombre de clients qui s'est retrouvé dans la soupe. Donc je crois qu'il y a low cost et low cost, de la même façon qu'il y a legacy et legacy. Il y a des gens qui ont un vrai produit, d'autres qui ne l'ont pas. Le prix n'est pas la définition du produit. Il est clair que sur le moyen courrier, le low cost, de certaines low cost, ont remporté la mise parce que c'est des compagnies qui sont solides. Si on parle notamment de EasyJet ou de Vueling. Et je crois surtout qu'en fait, on ne devient pas low cost. On est comme ça. Pour reprendre un ami, Marc Rocher, disait toujours pour commencer une compagnie aérienne, il faut partir d'une feuille blanche et ne pas partir avec des dogmes. Donc là-dessus, on est entièrement d'accord. Absolument. Après, il y a quand même des différences de produits. Et la vraie difficulté des compagnies dites legacy, c'est de travailler le produit pour apporter un vrai différentiel. Donc on s'est un petit peu étripé avant en disant le client n'a pas besoin de différentiel. Je ne suis pas d'accord avec toi, Tristan. Alors, si je peux me permettre, bien sûr, bien sûr. Le client, c'est pas qu'il n'a pas besoin de différencier. Après, c'est là où la vue du marché, nous opérons nous sur le marché effectivement professionnel et la demande, en tout cas la typologie de demande et la qualité perçue sur le court courrier, quelle est-elle? La disponibilité horaire, donc effectivement les slots qui sont un enjeu majeur, la ponctualité. Bien évidemment la sécurité, mais ça c'est partagé quelle que soit la distance parcourue en avion. Et puis derrière, dans l'expérience, c'est que ça se passe bien. Le côté confort, le côté service à bord n'est pas le premier élément recherché. Bien évidemment, je préfère être accueilli par un équipage pléthorique et qu'il m'offre un repas 3 étoiles pendant mon voyage. Mais encore une fois, d'abord, ça se ressentira sur le prix, inévitablement. Mais surtout, quand je vais faire un vol d'1 heure ou de 2 heures, ce n'est pas le premier sujet. Et quand même, la contrainte prix est importante, puisque Transavia, dans les colonnes de déplacement pro hier, expliquait que la force du produit Transavia, c'était le prix. Transavia, qui est quand même la filiale d'Air France. Je suis d'accord, mais en fait, je crois que la grande méprise, c'est de ne travailler que le prix.
Et il est bien de la responsabilité des compagnies aériennes de n'avoir travaillé que le prix. Quand on parle de l'expérience client, pour moi, l'expérience client, c'est du door-to-door. Quand on continue de parler d'une expérience client disant c'est à bord, point, ou c'est en aéroport, point, c'est une connerie. L'expérience client, c'est je pars de chez moi et j'arrive à un autre point. Et donc, toute cette expérience client, je crois que les legacy ont encore un rôle à jouer si elles travaillent leur différentiel produit, qui n'est pas forcément que à bord. Et là-dessus, on est tout à fait d'accord. Ça va du processus de l'embarquement et surtout de l'après-vente. Je crois que l'après-vente est cruciale quand on voit la difficulté des clients à avoir été remboursés pendant cette période. Je pense que les legacy n'ont pas tellement plus brillé que les autres sur les temps. Je crois que le montant total à rembourser était de l'ordre de 3 milliards initialement par Air France. Après un an, on était encore à 1,1 milliard, ce qui est une complexité pour tout le monde. Et je pense que là-dessus, tout le monde a essayé. Bien sûr. Mais c'est juste pour revenir sur ce que tu disais sur l'expérience client. Je crois que tu as raison de dire l'expérience client, elle est le marché. L'expérience client, pour moi, c'est du bout en bout. Partant de ce constat que fait Tristan, avec lequel vous n'êtes pas en désaccord, Sandrine, à savoir un partage du marché entre court et moyen courrier pour de la low cost, de l'international pour de legacy, Tristan estime que partant de ce constat-là, ça va complètement changer le rapport des compagnies aériennes aux entreprises, quand on parle de business travel, ou alors, et également, au TMC. Alors, pour détailler très en quelques mots sur ce sujet, aujourd'hui les legacy font aussi leur force par rapport aux corporates avec leurs contrats. Dans ces contrats sont intégrés effectivement plusieurs éléments, des tarifs négociés et des systèmes de reward. Où une grosse partie en termes de volumétrie vient du court et moyen, inévitablement. Qui plus est, c'est ce qu'en tout cas dans un premier temps on va surtout voir. Le long courrier, pour toutes les raisons qu'on connaît, va malheureusement prendre plus de temps à redémarrer. Pour des raisons sanitaires et économiques aussi, puisque la rentabilité va devoir devenir aujourd'hui un enjeu essentiel. Donc, quid de ces contrats corporate, on commence à voir des choses un peu étonnantes, c'est-à-dire des legacy ayant des filiales low cost, organisées, structurées low cost, et qui pourtant vont quand même faire des tarifs négociés sur des low cost, ce qui est assez surprenant. Donc là, on commence déjà à tordre un peu le système. Mais on tient tellement à cette organisation qui est ancestrale et qui s'expliquait parfaitement avant, parce que quand vous êtes global, c'est aussi votre force. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on va commencer à avoir des complexités où il va falloir tordre le système des low cost et rajouter un coût de reward au corporate sur des low cost qui déjà normalement doivent l'économiser. Et le deuxième point sur les TMC, c'est que les canaux... On va peut-être laisser Sandrine réagir sur les entreprises. Non mais Tristan, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'abord, je crois que cette crise-là, dire business as usual est une connerie. Tout à fait. Il y avait une surcapacité, des tarifs souvent bien trop bas, prédateurs. Pour parler des low cost, ça va être du prédateur. Quand je vois encore des pubs à 9 €, mais je tombe raide, moi. Mais je tombe raide. Ça me fait une peine infinie. C'est du marketing. C'est une connerie. Donc on dépense du marketing pour expliquer que ça coûte 9 €. C'est con. Je ne sais pas dire autre chose. Mais c'est comme Ouigo à 10 €. Mais c'est con. Mais c'est pareil. Non, mais c'est con aussi. C'est le sens de l'histoire. Non, mais Élise, fais attention, l'histoire se répète. On parlera du train une prochaine fois si vous le voulez bien. J'ai pas fini. Je suis tout à fait d'accord avec Tristan pour dire que cette crise, c'est un grand changement. Si on refait du business comme avant, c'est mort. Est-ce que les uns et les autres ont compris ça? Je ne crois pas, c'est beaucoup trop tôt. Tout le monde est en train d'essayer de remettre ses capacités alors qu'il y avait une overcapacité. Une overcapacité parce qu'il y avait trop d'avions, parce que les constructeurs ont été très bons. Donc au final, ça va changer et j'espère qu'il va y avoir un rééquilibrage des rapports de force, comme dans tout commerce, entre les transporteurs, les distributeurs, les TMC et les corporates. Justement, voilà, vous évoquez les TMC, Sandrine. Tristan, dites un mot là-dessus, parce que là, vous êtes directement concerné, c'est votre sur job. Les TMC, premier élément structurant dans le changement, c'est qu'à partir du moment où on passe sur des structures low cost, même si elles sont filiales, on change de mode de réservation et de canal de réservation. Donc on ne réserve plus par le GDS, puisque même si on peut lire que Transavia est disponible sur le GDS et une partie des tarifs, ils sont essentiellement accessibles par des canaux de réservation low cost. Donc à partir de ce moment-là, plus d'incentive GDS. Donc à ce moment-là, changement aussi du business model, y compris pour la TMC. Et quand on va avoir 70 ou 80% en quantité, je ne parle pas en valeur, qui va passer par des canaux non GDS, sans même parler des NDC qui a déjà commencé à déshabiller un petit peu la mariée, on va se retrouver aussi pour les TMC avec des sources de rémunération
qui vont complètement changer, qui vont disparaître, ce qui aussi va être amené à accélérer ce changement, y compris aussi sur les TMC. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est pas possible. Tout à l'heure, on s'est tripé sur quoi déjà? Mais là, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on a Non, dit que- non, mais entièrement d'accord. Le GDS, le fait qu'une compagnie aérienne paye X pour redistribuer Y à l'agence de voyage, c'est mort. C'était existant parce que ça appartenait au GDS, c'est mort. Le standard NDC a ça de particulier, c'est qu'il y a un nouveau standard de communication qui existe, qui a été créé par IATA. Donc les standards sont absolument formidables. Et donc on devient complètement agnostique de savoir si c'est une legacy ou pas. On applique ce standard-là. Sauf qu'il y a de plus en plus de compagnies qui sont quand même non IATA et non BSP, puisque beaucoup des low cost, Transavia n'est pas BSP. Par exemple, donc EasyJet, Ryanair bien sûr, mais en fait beaucoup aujourd'hui, le BSP qui drainait une grosse partie du flux et donc IATA qui drainait une partie du flux va le voir sortir de son périmètre. Donc là aussi on va avoir un éclairage avec une partie IATA, une partie paiement carte, des modes de paiement et ça va aussi changer ce poids qu'avait IATA. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le gros sujet ça va être les formes de paiement où là aujourd'hui tout le monde est en train de s'étriper. Bien sûr. C'est une mafia formidable. Absolument. On est d'accord. On est d'accord. On n'en a pas, mais Alors, quand la même. mafia, est-ce que vous pouvez nous citer certains des membres de cette mafia et Alors, éventuellement le parrain? Je paraphraserai notre président des entreprises du voyage qui nous expliquait que chaque compagnie aérienne pris individuellement... Jean-Pierre Masse. Absolument. Sont des gens fantastiques, mais mis ensemble, c'est une association de malfaiteurs. Voilà, je ne fais que reprendre, je pense ne même pas avoir paraphrasé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à partir du moment où on a une organisation qui n'a dans ses membres et dans son optique que la défense de ses intérêts, qui n'est absolument pas un reproche. Plein d'organisations font ça. Mais qui, à ce moment-là, se positionnent comme étant incontournables, inévitablement, un certain nombre d'abus de cette position se font face, se font corps. Quand aujourd'hui, vous commencez à avoir une partie de ce volume qui sort de ce périmètre, forcément, c'est plus compliqué. Le BSP, depuis des années, essaye de couper les lignes de crédit. La réduction à 15 jours, voire à une semaine. La réduction de l'encours, qui ne peut plus dépasser 5%. Aujourd'hui, on a une chute des encours. La plupart des TMC, aujourd'hui, ont des encours de 4 jours de BSP. Mais ça, c'est des décisions unilatérales de IATA. Je peux comprendre qu'un fournisseur se protège des paiements. Mais à un moment, il ne faut pas non plus que ça arrête le circuit financier, que la confiance existe. Et on est bien d'accord. D'abord, mafia, je parlais moi de tout ce qui est en train de se passer sur les formes de paiement, les cartes de crédit, où c'est en train de bouger et où ça commence à coûter très très cher avec pas forcément beaucoup de transparence. Je ne parlais pas d'IATA. En revanche, pour que tu parlais d'IATA, la vraie difficulté, c'est qu'on a vu qu'aujourd'hui tout le monde est à risque. Compagnie aérienne, distributeur, tout le monde est à risque. Et donc cette appréhension du risque doit être de façon équitable. Et tant qu'on n'a pas une équité, il y a un problème de fond. Et on a vu qu'avec cette crise, il n'y avait plus de cash. Parce que il y avait une perte de confiance des deux côtés. Parce que personne n'a payé le juste prix. Quand moi je vais à Madrid et que je paye 150 € mon aller-retour, je paye le fuel jusqu'à Chartres. C'est une connerie. Donc je suis complice aussi de ça. Mais pour reprendre ça, il y a quand même un modèle économique qui doit fonctionner si on se met juste pré-Covid, puisque même en faisant des offres à 9 €, nos amis Ryanair, qui étaient quand même plutôt les spécialistes, ou des allers-retours Paris-Nice, qui moi étant plutôt un sudiste, je le fais souvent, à 120 ou 150 € l'aller-retour EasyJet, on a quand même des sociétés qui globalement étaient bénéficiaires et largement. Donc derrière, il y a le prix annoncé facial, c'est la même chose. On annonce un tarif, il y a 5 tarifs, 5 places à 9 € et la veille, on les paye très cher. Le yield est quand même un peu plus élastique que ça. Mais derrière, il y a quand même un business model qui fonctionnait, qui a démontré sa rentabilité. Donc ce n'était pas que de la vente à perte non plus, attention. Non, on est d'accord, sauf que si on regardait les sociétés les plus rentables aujourd'hui, c'est celles qui ont pu passer Chapter 11. Donc à un moment donné... on peut regarder... Aujourd'hui, EasyJet n'avait pas fait de... Non, je ne parle pas d'EasyJet. Non, mais l'aérien... Dans les legacy. Tout à fait. Ah, oui, je parle de la rentabilité des low cost. Oui, celles qui sont encore en vie. Oui, à part alors... On pourrait parler de South africaine, on pourrait parler de la TAM, parce que dans les legacy qui sont mortes, il y en a tout autant pendant la crise. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas être binaire. Ce n'est pas l'un contre l'autre. C'est chacun son... Pardon. Je recommence. Chacun son marché. Voilà. Et donc la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est à risque et qu'il faut remettre une certaine équité entre les acteurs. C'est pour ça que pour être homogène sur le marché, il faut que le modèle économique soit homogène sur un marché donné. Et quand on est sur le court courrier, on doit être sur un modèle économique
alors je sais que tu n'aimes pas le terme de commodities, je ne vais pas l'utiliser, mais en tout cas de produits standardisés, ce qui n'est rien de négatif. On peut faire la C'était quoi différenciation. votre désaccord là justement par rapport aux commodities? Alors que opérer, je me permets juste de commencer et j'ai ça sans reprendre, opérer une compagnie aérienne, ce qui n'est pas mon métier mais qui est celui de Sandrine, c'est de dire c'est extrêmement complexe, ce que je souscris parfaitement. Et on ne peut pas avoir un métier aussi complexe en parler comme d'une commodities parce que c'est faire fi de tout ce qui se passe derrière. Et donc le terme de commodities a un côté réducteur que n'accepte pas son nom. Est-ce que j'ai bien... Et c'est tout à fait juste. Et c'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on annihile la notion, en fait, on standardise alors que ça ne doit pas être standardisé. Il y a ce qui est standardisé, ce sont les standards pour le coup, IOSA, sécurité, etc., etc. Ça, on est d'accord. Pour revenir, pardon, j'ai oublié, quand on dit l'aérien, les compagnies aériennes ont perdu en un an ce qu'elles ont gagné en 20 ans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas quand même. Alors, il y avait certaines qui arrivaient à faire de l'argent, mais je veux dire, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Pour la première fois, il y a 6 ans... Mais ça ne veut pas dire que les compagnies... Non. Les IATA, pour la première fois, la somme des compagnies aériennes IATA ont été bénéficiaires 2 ans de suite. Parce que le fait qu'un an elles gagnent, un an elles perdent, mais c'est depuis la création que c'est comme ça. Oui, mais c'est une industrie qui n'a jamais réussi à être Mais c'est un problème de fond. Mais il y a un problème de fond. Dans cette industrie arrive une organisation différente qu'on appelle low cost, qui est réducteur de mon point de vue, parce que la complexité est tout autant, qui pratiquement dès l'année 1 arrive à être bénéficiaire. Donc là, et je rejoins ce que tu disais, pour faire une société, pour repenser une société, il faut partir d'une page blanche. Et le problème, c'est pas moi qui le disais, c'était Marc Rochet. C'était pas moi. C'est ce que tu reprenais absolument. Mais donc aujourd'hui, si on veut avoir une efficacité opérationnelle qui soit compatible avec la demande du marché, même si on peut l'orienter, on aura du mal à refaire des prix des Paris-Nice ou des Paris-Marseille à 300 ou 400 euros parce que d'abord on a des concurrences en termes de transport alternatif temps qui n'existait pas non plus il y a 10 ou 15 ans, très clairement. Et donc derrière, ça veut dire qu'il faut que la structure de coût et d'organisation, elle s'adapte. Et sur ce marché-là, soit tout le monde fonctionne peu ou prou avec des organisations similaires, sinon on aura de toute façon une différence opérationnelle et à la fin de coût. C'est pas pour rien. Si on détruit, si je prends l'exemple de la France, mais on a la même chose en Allemagne et en Angleterre. Aujourd'hui, British Airways, c'est moins de 40% du trafic domestique. Donc nous, on a une filiale en Angleterre, c'est très faible en trafic domestique, parce qu'ils sont déjà totalement sortis. Mais si on arrête Hop pour faire un Transavia qui est un Hop qui a changé de nom, mais avec tous les avantages que fournissait Hop et l'organisation, est-ce que c'est un vrai gain ? Je ne suis pas sûr. Donc c'est très compliqué culturellement. Je suis d'accord. On est low cost, on ne le devient pas. Voilà. Et voilà, ça on est bien d'accord. Tu es un homme, je suis une femme. Il y en a qui changent en ce moment avec l'inclusivité, tout est possible. Très bien, je sens que le débat commence à déraper un peu. C'est peut-être le moment de le finir. En tout cas, je vous remercie parce que voilà, comme je le disais, vous m'avez mis au chômage technique parce que voilà, c'était très sympa de vous entendre débattre l'un, j'allais dire contre, avec l'autre. Avec, je confirme. Et je vous remercie. Merci à toi, je vous dis à très merci bientôt. Christian, Merci beaucoup David. Merci.